L'histoire que je m'apprête à vous raconter est certainement l'une des plus terrifiantes et des plus glauques qui a fait énormément parler d'elle dans le monde entier en raison de l'abondance des enregistrements et des sons que l'on a. Avant que la vidéo commence, je tiens à vous préciser que mon rôle est juste de raconter cette histoire et que les informations que je vais vous donner sont toutes tirées à base de vidéos et d'enquêtes. Libre à vous à la fin de décider si vous y croyez ou non. Si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne avec la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu mes vidéos, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne, je fais des vidéos de toutes sortes, voilà, les styles sont assez variés. Et il y a des vidéos qui arrivent qui pourraient vous plaire, donc ne ratez pas ça. Mes réseaux sont dans la description, mon Instagram below.off. C'est là-bas que j'essaie d'être le plus actif. Sur ce, installez-vous confortablement, prenez des popcorn et vérifiez que la porte de votre maison est bien fermée à clé. L'histoire débute le 21 septembre 1952. Anneliese Michel naît à Liebfling en Allemagne de l'Ouest. À cette époque, l'Allemagne est en pleine reconstruction suite à la Seconde Guerre mondiale. Anneliese est l'aînée de 3 sœurs dans une famille très modeste. Elle a vécu une enfance assez particulière, ses parents étaient assez stricts et très protecteurs, et ça peut s'expliquer par un événement avant la naissance de Anneliese. Puisque la mère d'Anneliese, Anna, en 1948, avait eu une petite fille qui était illégitime, car elle l'avait eue hors mariage, mais malgré ça, elle a décidé de garder l'enfant. Et malheureusement, la petite fille est décédée à l'âge de 8 ans. Elle s'est fait opérer d'une tumeur. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des complications post-opératoires suite auxquelles elle est décédée. Suite à ça, évidemment, Anna, elle était désemparée, très bouleversée et désespérée. Et pour elle, c'était une punition divine. Elle justifiait la mort de sa fille ainsi. Et je crois que ça a mené à cet esprit un peu protecteur qu'elle a eu envers ses autres filles après ça. Anneliese est décrite comme une fille très gentille, très mignonne, très douce, qui n'est pas du tout problématique, qui s'en sort bien à l'école, et ses camarades de classe la décrivent aussi comme une fille un petit peu réservée quand même. Comme vous pouvez le constater, Anneliese, elle a une vie assez classique, une enfance assez classique, et finalement une famille assez classique au final. Mais alors, qu'a-t-elle fait pour transformer sa vie en un véritable cauchemar ? Eh bien, tout commence en 1968. C'est un jour assez banal. Anneliese est en classe. Il n'y a rien de particulier, rien d'étrange non plus, mais elle va s'évanouir en cours. Elle va faire un blackout et se réveiller quelques temps plus tard. Bizarre, c'est quelque chose qui lui était jamais arrivé, mais bon, on se dit que c'est quelque chose qui pourrait très bien arriver. Le même soir, alors qu'elle était déjà en train de dormir, elle se réveille un petit peu avant minuit, complètement paralysée. Un petit peu comme une paralysie du sommeil. Elle n'arrive pas à contrôler son corps. Bref, très bizarre, très étrange. C'est un événement qui n'a pas duré longtemps, mais c'est un événement qui l'a énormément marqué, voire même traumatisé. Le même épisode va se passer un an après, en août 1969. Pareil, même scénario, en pleine journée, elle va s'évanouir. Ça va passer et elle va se réveiller. Le soir, elle va s'endormir et se réveiller pendant la nuit. Elle va faire une sorte de paralysie. Et vraiment, ce sont des épisodes qui l'ont terrifiée elle et sa famille, notamment sa mère, Anna. Le lendemain, Anna prend la décision d'aller voir un médecin avec Anneliese, histoire d'avoir le cœur net. Elles sont allées voir le médecin généraliste qui, à première vue, n'a rien détecté d'anormal. Il a cependant conseillé à Anna d'aller voir un neurologue qui travaillait à la clinique psychiatrique de Wellsburg. Anneliese est partie à la clinique de Wellsburg et on lui a fait passer un électroencéphalogramme. C'est une machine qui est censée détecter les anomalies dans le cerveau. Et d'après le médecin, d'après le neurologue, il n'y avait absolument rien de problématique. Malgré ça, il a quand même émis un diagnostic. Il pensait qu'Anneliese était probablement atteinte d'épilepsie. Malgré ça, il n'a proposé aucun traitement à ce moment-là. Une chose importante à savoir, c'est qu'Anneliese a toujours eu une santé assez fragile. Elle tombait souvent malade. Avant ses 5 ans, elle a développé la rougeole, les oreillons ou encore la scarlatine. Des maladies qui sont assez graves, assez lourdes. Quelque temps après le rendez-vous chez le neurologue, Anneliese a eu une angine assez terrible, au point qu'on a dû lui enlever les amygdales afin d'éviter que ça se reproduise à nouveau. En février 1970, elle est admise dans une clinique, la clinique de Mittelberg. C'est une clinique qui était spécialisée dans les maladies pulmonaires chez les jeunes, afin de voir comment se développait la tuberculose, ses problèmes pulmonaires et sa pneumonie également. Elle est entrée à la clinique et peu de temps après, on a averti ses parents pour leur dire que leur fille a également des problèmes cardiovasculaires. Elle était vraiment très fragile à ce moment-là et ça s'est développé un peu tout d'un coup. Tout s'est enchaîné très vite depuis ses premières crises de paralysie du sommeil. En juin 1970, elle a eu un autre épisode de paralysie du sommeil. Suite à ça, sa famille décide d'aller voir un autre neurologue, le docteur Van Hala.
Et ce docteur-là, il lui a fait un deuxième encéphalogramme et il a détecté des anomalies au niveau du cerveau de Anneliese. Et pour lui, effectivement, ça devait être une épilepsie. Et là, il lui a prescrit des médicaments, donc c'était enfin le début du traitement pour l'épilepsie. Dans la même période, Anneliese, elle commence à voir des choses très étranges. Mais pour elle, c'était comme des figures démoniaques. Elle voyait des figures démoniaques partout sur les murs. Elle disait aussi qu'elle entendait des voix qui lui disaient qu'elle allait pourrir en enfer. Des voix qui l'insultaient aussi. Et aussi, elle disait qu'elle sentait des odeurs. Elle disait qu'elle sentait le feu, le soufre, mais aussi qu'elle sentait des odeurs de matière fécale. Ces visions et ces hallucinations, elles prenaient un peu tout leur sens en fait. Elle voyait des choses, elle entendait des choses, elle sentait des choses, et imaginez à quel point tout ça peut rendre fou. Mais à ce moment-là, sa vie était encore assez normale. Elle fonctionnait quand même plus ou moins dans la vie au quotidien. Elle avait un petit ami, Peter, avec qui elle est restée jusqu'au bout, jusqu'à son décès. Durant cette période de 1970 à 1972, Anneliese va voir un bon nombre de médecins et va prendre énormément de médicaments. Il est important de noter qu'à ce moment-là, personne ne pensait que Anneliese était possédée. Entre mars et avril 1973, elle a commencé à entendre des bruits étranges juste au moment du coucher, quand elle était allongée et qu'elle s'apprêtait à dormir. Elle entendait des coups comme si quelqu'un frappait à la porte. Ces bruits étaient très fréquents. Elle a d'ailleurs demandé aux gens de sa famille si eux aussi entendaient les bruits la nuit. Mais malheureusement, personne ne pouvait lui apporter de réponse car personne ne les entendait à part elle. Elle a d'ailleurs été voir un médecin qui n'a détecté aucune anomalie à ses oreilles. Mais en même temps, dans cette période-là, les symptômes et les visions empiraient. Et il y a des moments où Anneliese était comme bloquée, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas bouger, elle ne pouvait pas parler et elle ne pouvait pas contrôler son corps. Elle était très faible aussi parfois. C'était une descente aux enfers. Et du coup, dans la même période, elle a commencé à tomber en dépression, comme vous pouvez l'imaginer. Imaginez ce genre de situation où vous voyez des choses mais personne ne les voit et personne ne peut vous aider. Vous avez vu un tas de médecins, vous prenez un tas de médicaments, mais malgré ça, il n'y a aucune amélioration. D'ailleurs, en 1976, pendant une conversation avec un prêtre, Anneliese a dit « C'est une sorte de terreur qui part dans tous les membres et qui s'y installe. C'est une terreur qui vous fait penser que vous êtes en plein milieu de l'enfer. » Un soir, alors que la famille est en train de manger tranquillement, les mains d'Anneliese se mettent à gonfler anormalement. Vraiment, elles ont pris une taille assez importante. Et Anneliese, d'après sa mère, aurait dit « J'ai les mains noires, Seigneur, sauvez-moi ». Et apparemment, pendant qu'elle voyait ses mains noires, elle voyait des figures diaboliques, démoniaques, partout sur les murs autour d'elle, dans la salle à manger. À partir de ce moment-là, la possibilité que Anneliese soit possédée commence à prendre place dans l'esprit de sa famille. Notamment parce que tous les médicaments qu'elle prend ne font pas effet. Eux, ils se disent « Elle est épileptique, elle prend des médicaments, donc ça devrait fonctionner ». Mais si elle n'était pas épileptique, après tout, elle voit des démons, ce qui est quand même très bizarre. La famille d'Anneliese est une famille très croyante. Ils se sont dit, après tout, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de démoniaque derrière tout ça? Et puis aussi, il y a une de leurs amies, une amie de la famille, qui leur a conseillé de s'intéresser à cette piste car ça commençait à devenir très bizarre. À l'automne 1973, Anneliese devient très amie avec le père Ernest Halt. Elle devient très amie avec lui parce qu'elle peut se confier à lui. Il la comprend. Et ça lui fait du bien de savoir ce qu'elle a et de se dire qu'il y a une solution à tout ça, car il n'y a rien de pire que de ne pas savoir ce qu'on a. Et lui, il appuie vraiment la thèse de la possession à ce moment-là. Le comportement d'Anneliese évoluait de plus en plus. Elle devenait très hostile envers les objets religieux, envers les chapelets et envers les croix. Il arrivait même qu'elle se mette face à des portraits de Jésus et qu'elle se mette à les fixer avec des yeux noirs, des yeux diaboliques. En 1975, le père Arnold Renz a entendu parler d'Anneliese. Il a entendu parler de son cas et il est très intrigué. Il a voulu voir ça de lui-même. Du coup, il a voulu rendre visite à Anneliese et voir son comportement pendant une journée. Il a été très choqué car elle poussait des cris très animaux. Elle avait un comportement très perturbant et très étrange. Le pire, c'est que parfois elle était soulevée par des forces invisibles et jetée contre les murs. Et d'ailleurs, la mère d'Anneliese, elle a témoigné un peu plus tard aussi, en disant que c'est arrivé très souvent qu'elle soit projetée contre les murs par des forces invisibles. Ce qui fait qu'elle a dormi près de 3 ans par terre sur un matelas. Du coup, les pères Halt et Renz, ils se sont dit « Bon, c'est un peu trop bizarre, il faut qu'on s'assure qu'elle soit effectivement bien possédée par un démon ». Ils ont donc essayé de faire une sorte d'exorcisme d'essai sur Anneliese. La séance a commencé et l'un d'eux a dit « Sors de ce corps et dis qui tu es ». Et à ce moment-là, Anneliese, elle est entrée dans une sorte de transe. Elle était très énervée, très en colère et elle a détruit le chapelet qu'elle portait. Pour la famille et pour les prêtres, c'était un signe qu'elle était possédée par un démon très puissant. Parce que dans la religion catholique, seuls les démons puissants sont capables de détruire des objets saints. Du coup, suite à ça, les prêtres, ils ont écrit à un évêque afin d'expliquer un peu le cas d'Anneliese et ils ont demandé une autorisation afin de pouvoir pratiquer un réel exorcisme. Ils ont eu l'accord et en août 1975 s'est déroulé le premier exorcisme d'Anneliese.
Le premier d'une longue série puisque Annelise a subi près de 67 exorcismes en tout. Très vite, les démons se sont montrés, ce qui a beaucoup étonné les prêtres. Et pendant ces séances-là, Annelise, elle parlait très vite, à un point où il était compliqué de la comprendre. Elle criait et elle s'agitait énormément. Les prêtres, ils n'avaient pas tout le temps le temps de comprendre ce que Annelise disait, donc c'est pourquoi ils ont décidé d'enregistrer toutes les séances d'exorcisme qu'il y a eu dans des cassettes. Annelise, elle voulait que ces cassettes soient la preuve que le mal existe finalement. Mit in die Scheißkassette. Und zwar mit allen zu dem Scheiß. Gelogen jetzt Buschkin. Und dann? Und dann? Dann muss den Dreck bekannt geben. So, dass an die meisten Leute rankommt. 6 démons ont occupé le corps d'Annelise en tout. Alors les démons qui se sont montrés quand on a demandé leur nom, il y avait Caïn, Néron, Judas Iscariote, Valentin Fleischmann, Adolf Hitler et Lucifer en personne. Il n'est pas dit que c'était vraiment ces esprits-là qui se manifestaient, mais les démons sûrement voulaient prendre la forme du personnage connu, assez célèbre, assez malsain et assez négatif. Pendant les nombreux jours d'exorcisme qu'elle a subis, Annelise ne dormait pas. Donc imaginez bien toutes les nuits, parfois jusqu'à 4 heures de la nuit, où elle subissait des séances d'exorcisme qui l'affaiblissaient énormément. Et en plus, au niveau alimentaire, c'était pas du tout ça. Parfois, elle ne mangeait pas, afin d'affaiblir les démons. Tout le monde espérait que les choses finissent par s'arranger. Car sinon, il n'y aurait pas eu tous ces exorcismes et tous ces médicaments. Peter, son petit ami, il espérait d'ailleurs l'épouser, quand tout cela serait fini. Tout le monde avait espoir que ça irait bien par la suite. Un jour d'ailleurs, Peter et Annelise, pendant une période d'accalmie où elle était un petit peu mieux, sont allés se promener dans les bois. Tout se passait bien jusqu'à ce que Annelise commence à marcher très vite devant lui et il ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Et quelques temps après, elle expliquait qu'en fait elle était en train de suivre la Vierge Marie qui lui était apparue. C'était une période où elle se sentait très bien, elle ne sentait plus l'influence des démons autour d'elle et c'était un petit moment de répit pour elle. Elle expliquait que la Vierge Marie lui avait dit quelque chose d'extraordinaire. La Vierge Marie lui aurait dit « Écoute, je suis tellement triste de voir qu'il y a tellement d'âmes qui vont en enfer. Ça me rend très triste et j'ai besoin d'une personne pour faire pénitence. J'ai besoin d'une personne pour prendre tous leurs péchés, pour que toutes les personnes n'aillent pas en enfer. » En gros, elle aurait dit à Annelise « Est-ce que tu as envie de faire pénitence? Est-ce que tu voudrais être martyr ?» Et sur le moment, elle a dit qu'elle n'avait pas répondu, mais qu'elle avait dit à la Vierge Marie qu'elle allait considérer sa proposition. Et quand elle expliquait ça à sa famille, ils étaient un peu sceptiques, pour eux c'était bizarre. Mais ils se sont rendus à l'évidence, ils se sont dit que en fait Annelise elle allait vraiment mieux depuis sa rencontre avec la Vierge Marie. Du coup ils se sont dit, bon peut-être qu'elle dit vrai. Mais ce qui leur a fait très peur, c'est que Annelise leur a dit « Moi, je pense accepter la proposition de la Vierge Marie. C'est pas grave, je vais souffrir pour que d'autres soient sauvés. C'est mon destin, j'ai envie d'être martyr. » Le père Halt et le père Renz se sont dit « Tiens, elle va un peu mieux là, Annelise. Et si on lui faisait un petit exorcisme histoire de la libérer de tous ces démons et profiter un peu de cette accalmie ?» Ils ont donc commencé la séance et ils ont commencé par invoquer la Vierge Marie. Et justement, à ce moment-là, il y a eu comme un cri d'agonie qui est sorti. À l'issue de cette séance-là, après toutes les séances qu'ils ont faites, les démons sont enfin sortis du corps d'Annelise. Ce jour-là, ils ont fait une clôture de la séance parce qu'il faut prier pour clôturer la séance. Voilà, il faut mettre un terme à tout ça. Et pendant la clôture de la séance, quelque chose de très étrange, quelque chose de très rare aussi, s'est passé. Les démons sont revenus dans le corps d'Annelise. À partir de là, il y a d'autres séances qui s'enchaînent et il y a des séances presque tous les jours. Même quand ils ne font pas les séances, les démons sont toujours là. Ils s'expriment et les démons disent « On n'arrive pas à sortir, on a envie de sortir, on essaye de sortir, mais on ne nous laisse pas sortir. » Annelise, à ce moment-là, est dans une souffrance extrême. Elle est presque à l'agonie et elle ne se sent pas bien du tout.
Et du coup, le 31 mai 1976, les pères Alt et Renz, qui pratiquent les exorcismes, ont demandé au docteur Richard Rock des médicaments car ils souhaiteraient apaiser les douleurs d'Annelise qui n'est vraiment pas bien. Le docteur qui a déjà travaillé avant avec eux se dit je sais pas si ce serait une bonne idée. Je sais pas comment est-ce que les démons vont réagir. Du coup, il refuse car pour lui ce ne serait pas raisonnable de faire ça, ne sachant pas quelle réaction Annelise pourrait avoir avec ses médicaments. Au même moment, elle commence à avoir des blessures aux paumes et aux pieds qui ressemblent aux blessures du Christ. Des blessures donc qu'il avait parce qu'il avait été cloué sur la croix. Et cette année-là, en 1976, Annelise avait dit, en début d'année, quelque chose va changer en juillet. Et le 1er juillet 1976, Annelise Michel est décédée à l'âge de 23 ans. Après la mort d'Annelise, il y a eu un procès qui a été ouvert, et les accusés étaient les parents d'Annelise ainsi que les prêtres Alt et Renz. On les a accusés en fait d'homicide par négligence parce que le procureur de la République estimait que si il y avait juste un médecin qui était venu voir Annelise, ça aurait pu éviter voire même empêcher sa mort. Ils ont finalement été condamnés à 6 mois de prison avec sursis. C'est une sentence qui est clémente si l'on ne croit pas du tout en la possession et si l'on ne croit pas du tout en Dieu. Et si on ne prend pas en compte les circonstances, effectivement on peut se dire c'est une sentence qui est clémente, ils ont voulu la tuer, c'est du n'importe quoi. Mais quand on prend en compte le point de vue des prêtres qui voulaient l'aider selon eux, on se rend compte que finalement, il y a des circonstances atténuantes. Puisque l'intention n'était pas de tuer, mais bel et bien d'aider depuis le début, je me dis qu'effectivement, la sentence est à la hauteur de l'acte. Un point important, c'est que, avant le procès, les parents d'Annelise ont voulu déterrer le corps d'Annelise pour le placer dans un autre cercueil un peu plus luxueux, parce que pour eux, ils ont fait un enterrement à la va-vite, un peu bas de gamme en tout cas. C'était leur prétexte pour déterrer le corps de leur fille avant le procès. Mais apparemment, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient rencontré une nonne, une religieuse carmélite qui leur avait dit qu'elle avait eu une vision de leur fille, et que dans cette vision, le corps de leur fille était intact, et que apparemment, eux, ils voulaient juste vérifier si le corps de leur fille était intact ou non. Les professionnels qui ont exhumé le corps ont dit qu'il n'y avait aucun problème avec le corps et qu'il s'était détérioré normalement. Par contre, une photo a été prise quand le cercueil est sorti de terre et on peut y voir apparemment, selon certains, une sorte de main et pour beaucoup, c'est un peu la preuve que le démon a suivi Annelise jusqu'à la mort. Jusqu'en enfer peut-être. Voilà les amis, mon histoire est maintenant finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche et à liker cette vidéo. C'est pas un contenu que j'ai l'habitude de faire, donc s'il vous plaît, soyez un peu indulgents. Je voulais vous faire plaisir, vous faire une petite vidéo Halloween, voilà, pour sortir un peu des sentiers battus. Peut-être que si la vidéo vous a plu, je vous ferai d'autres vidéos dans ce style, à vous de me dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à me donner des conseils dans les commentaires, que ce soit par rapport au montage, à l'audio. Vraiment, n'hésitez pas, je prends tout. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine, samedi à 19h. Ciao ciao tout le monde.